Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au titre aujourd'hui, travaux de réaménagement des quais de transport de STM, des mesures temporaires pour faciliter la circulation. Condamnation suite aux violences à Sada, un participant écope de 2 ans de prison. Aide financière aux entreprises touchées par la crise hydrique à Mayotte et pour finir, mise en place du programme Parents Relais à Dembéni. Dans le cadre des travaux de réaménagement des quais de transport de STM, le département a pris des mesures temporaires visant à améliorer la circulation. Les usagers sont invités à monter à bord des véhicules en même temps que le chauffeur à la fin de la traversée sur la ligne Mamoudzou-Dzaoudi. Cette mesure vise à éviter les embouteillages sur la route nationale lors de l'embarquement des passagers. De plus, les véhicules débarquant au quai Issouf Ali bénéficient d'une autorisation exceptionnelle de tourner directement à gauche au stop. Il est important de souligner que ces autorisations exceptionnelles ne s'appliquent qu'à l'arrivée au quai Issouf Ali et resteront en vigueur temporairement pendant toute la durée des travaux. Par ailleurs, il convient de rappeler que les règles concernant la sortie des passagers des véhicules pendant la traversée demeurent en vigueur à l'exception des personnes autorisées. Dans la nuit du lundi 16 octobre, une violente confrontation a éclaté à Sada, plongeant la commune dans le chaos. Un groupe de Dembéni a pris pour cible des jeunes de Sada, déclenchant une riposte immédiate. Malgré leur infériorité numérique, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir l'ordre. Les affrontements ont laissé plusieurs militaires de la gendarmerie blessés et de nombreux véhicules endommagés dans leur sillage. Les conséquences de cette nuit de violence se sont fait ressentir avec 20 plaintes déposées, dont 2 pour violence et vol et 18 pour dégradation de véhicules. Les gendarmes, également victimes de violences et de dégradation, ont pris la décision de porter plainte. Les locaux de la gendarmerie ont également été pris pour cible, visés par des jets de projectiles. Suite à ces événements, un individu âgé de 25 ans a été jugé pour violence aggravée et participation à un attroupement armé écopant d'une peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. L'enquête est toujours en cours afin d'identifier et d'appréhender les autres individus impliqués dans ces actes de violence. Afin d'atténuer les répercussions économiques causées par la crise de l'eau à Mayotte et les mesures de restriction, une aide financière a été instaurée pour soutenir les entreprises directement affectées par cette pénurie. Les détails de cette aide ont été annoncés lors du dernier comité de suivi de la ressource en eau et ont été officiellement confirmés par décret ce mercredi 25 octobre. Cette aide s'étend sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 avec la possibilité d'une prolongation jusqu'au 31 janvier 2024 par arrêté ministériel. Selon le décret ministériel, les entreprises éligibles à l'aide sont réparties en 2 secteurs en fonction de leur code NAF. Le secteur 1 regroupe les entreprises dont l'activité a été interrompue en raison de la crise de l'eau, tandis que le secteur 2 comprend celles dont l'activité est significativement affectée. Le montant de l'aide varie en fonction du secteur avec un plafond de 20 000 € par mois pour le secteur 1 et de 4 000 € par mois pour le secteur 2. Ainsi, le secteur 1 comprend des activités telles que l'agroalimentaire, le nettoyage, les élevages, les boulangeries-pâtisseries et les coiffeurs. Quant au secteur 2, il englobe des entreprises d'entretien et de réparation automobile, de transport maritime, d'activités sportives et de loisirs, ainsi que des soins de beauté et la pêche en mer. Après Mamoudzou, c'est au tour de Dembéni de prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité des jeunes. Le dispositif Parents Relais a été officiellement lancé dans la ville. Ce programme vise à prévenir les problèmes de sécurité dans les établissements scolaires en assurant la présence d'adultes responsables à proximité. Les parents relais seront également présents dans les espaces publics pour dissuader les comportements délinquants.
L'objectif principal de cette initiative est de lutter contre l'exclusion et la marginalisation des jeunes, tout en favorisant une cohabitation harmonieuse. 3 associations locales ont été sélectionnées pour piloter ce projet avec le soutien de bénévoles engagés dans la médiation de proximité. La municipalité de Dembéni a obtenu une subvention de 30 000 € de la part de l'État afin de financer ce projet ambitieux. Le dispositif sera mis en place dès le lundi 30 octobre 2023 et sera expérimenté pendant environ 8 mois jusqu'aux vacances scolaires de juillet 2024. Et comme chaque semaine, la rédaction de Chiconi FM vous propose une émission durant laquelle des sujets intéressants sont abordés. Découvrez tout de suite celle de cette semaine. On est dans des phases de grands travaux actuellement, notamment le travaux de RHI en Tapanga, la tranche 2, pour lequel j'espère qu'on va pouvoir avoir assez de temps pour évoquer en long et en large les sujets concernant cette opération-là en particulier. Un sujet majeur d'un Chiconi d'ailleurs qui fait aussi réagir certaines personnes dans notre municipalité. La RHI 2, un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le maire, vous me confirmez cela? Ben, elle ne date pas d'aujourd'hui puisqu'elle a commencé depuis, je dirais, plusieurs décennies, notamment les premières études en tout cas de cette opération-là. Date de au moins 2004, donc vous voyez, c'est des opérations qui datent, qui prennent du temps, et au-delà de toutes les phases progressives qui s'imposent, on est aujourd'hui en phase travaux, et je peux dire que c'est la phase la plus difficile, puisque c'est là que en fait, la population se rend compte qu'effectivement on est dans l'opérationnalité, les travaux en cours, et que effectivement des désagréments liés à ces travaux-là vont durer pendant X temps. Pourquoi je dis X temps? Parce que les travaux ont commencé l'année dernière, mais on est sur plusieurs années d'opération avec les différentes phases, les 3 phases qui impliquent cette opération-là. Donc vous voyez, comme vous le voyez actuellement sur la RD7, qui part du cimetière vers le pont de Chiconi. En tout cas, pour ce qui est visible sur la partie routière, vous avez des travaux actuellement d'accotement et de soutènement des murs destinés à sécuriser les abords et permettant aussi bien aux piétons qu'aux automobilistes de circuler dans la sécurité absolue. Alors, cet engagement, ces travaux, vous marquez ici la durabilité. Ça prendra combien de temps pour que l'inauguration soit effective? Ben, cette première phase-là, donc je dirais la phase 1 de la tranche 2, je dirais on est sur... donc comme j'ai dit, on a commencé en 2022 et donc... 2027, sûrement vers la fin, enfin, c'est la date prévisionnelle qui est prévue pour la fin des travaux sur cette phase-là, sachant qu'il y a d'autres phases aussi qui suivront derrière, qui prendront autant de temps, je dirais aussi sur à peu près 5 ans. Donc vous voyez, c'est des opérations qui s'étalent sur plusieurs années, pour lesquelles on demande à ce que la population ait de la patience et de la compréhension pour pouvoir mener à bien l'ensemble des travaux prévus. Alors, qu'est-ce qui rend difficile ce type de projet? On regarde Chiconi, on regarde sa complexité, certes, liée au désenclavement peut-être, mais qu'est-ce qui est plus difficile pour que ce projet soit durable dans le temps? Ben, ce qui est difficile, c'est que pendant plusieurs années, au quotidien, la population demande... formule des doléances auprès de la municipalité, notamment une doléance en ce qui concerne la place publique, l'accès dans le quartier, en ce qui concerne les aménagements concernant les aires de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la départementale D7, donc la sécurisation des abords, puisque vous voyez, vous savez actuellement, il est très compliqué de circuler sur cet axe-là, puisqu'il n'y a pas d'accotement, il n'y a pas de parking prévu pour le stationnement, il n'y a pas de trottoir. Donc tout cet ensemble-là fait que
les travaux qui démarrent sur plusieurs portions génèrent des désagréments et aussi bien sur la partie visible sur la route qu'à l'intérieur du quartier, puisque pour aménager, il faut entre guillemets casser, et c'est pas casser pour sa beauté, mais pour pouvoir dégager une emprise suffisante pour faire circuler les véhicules, aussi bien les véhicules, les piétons, et pour dégager un emplacement dans le quartier permettant aux riverains de vivre décemment. Voilà, donc un projet qui serait aussi profitable pour la population, si je m'abuse, avec peut-être la reconstruction des abords et aussi un lieu aussi, des lieux de stationnement pour les riverains qui sont autour aussi. Mais tous les projets sont profitables à la population, enfin toutes les réalisations, je vais dire, parce que c'est même plus de projets, c'est des réalisations actuellement. Donc maintenant la difficulté, c'est que il y a deux problèmes qui se posent. En premier lieu, le problème qui concerne les personnes directement impactées, c'est-à-dire que les personnes avec lesquelles on est amené à démolir un certain nombre d'ouvrages, notamment les ouvrages, enfin notamment des habitations, parce que il y a des habitations qui sont en démolition, puisque ces habitations-là sont identifiées comme insalubres et fragiles. Donc il y a des démolitions de ces habitations-là. Bien sûr, on ne fait pas comme avant, à savoir on vient démolir et déloger sans préalable s'occuper du bien-être de la personne concernée, puisque en premier lieu, bien sûr, il y a une concertation avec les personnes concernées par ces démolitions, notamment la question d'indemnisation, puisque les habitations qui sont démolies ne peuvent pas être démolies comme ça, et on ne peut pas s'engager sur l'avenir alors qu'on est sur le présent. Donc, bien sûr, lorsque les démolitions se font, les personnes sont indemnisées à hauteur de 25 000 euros, conformément au cahier des charges mis en place entre la collectivité et les femmes qui accompagnent la collectivité à ce niveau. Après, il y a le volet foncier. Il va falloir être regardant sur la situation du foncier, puisque il se pourrait que ce soit du foncier soit départemental, soit du privé, soit le foncier de l'État. Et bien sûr, en fonction du statut de ces fonciers-là, on aspire à régulariser la situation du riverain. C'est plus simple quand il s'agit... simple, je dirais, enfin, bon, je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, c'est plus abordable pour nous, plus simple pour nous, quand il s'agit de fonciers privés ou des collectivités, notamment du département, parce que soit en premier lieu, il y a déjà une régularisation sur le foncier en cours avec le département concernant la personne concernée, et lorsque c'est du privé, généralement sur la base du titre 539, donc la personne est accompagnée aussi par la collectivité auprès de la CUF pour pouvoir régulariser la situation foncière, lui permettant de faire valoir ses droits en indemnisation foncière, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a le volet indemnisation de la démolition de l'habitation et indemnisation ou échange du foncier sur lequel cette personne-là est assise. Alors, la complexité peut-être est due aussi aux aspects administratifs. On connaît tous donc notre jargon français qui met du temps à répondre favorablement à sa population. Et l'attente peut durer. Peut-être lié à ça aussi, qu'il y ait aussi ces tractations pour que les personnes peut-être poussent une résistance qui ne serait pas au rendez-vous peut-être. Comme je l'ai dit, ce n'est pas simple. Pourquoi? Parce que je dirais que cette population, où beaucoup de personnes ont été traumatisées par le passé. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été décasées il y a une trentaine d'années et qui sont toujours, entre guillemets, dehors. Donc, naturellement, aujourd'hui, lorsqu'ils sont amenés à négocier avec la commune pour la démolition de leurs habitations, naturellement, ils sont récalcitrants, mais on travaille justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nos partenaires, de manière à ce qu'on leur explique la démarche, l'accompagnement de la démarche. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est même pas la question de l'indemnisation, puisque toutes les démolitions qui ont été construites, les indemnisations ont été versées. Aujourd'hui, c'est la libération du foncier, parce que souvent, il arrive dans certaines situations où ces habitations-là abritent des personnes
qui ne sont pas forcément les propriétaires et qui rechignent à partir alors que les protocoles d'accord et le versement des indemnisations ont été faits auprès des propriétaires. Ça, par exemple, c'est la première difficulté. Ouais. La deuxième difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à la situation foncière. À partir du moment où la personne n'est pas propriétaire de son foncier, la commune ne va pas créer un droit pour cette personne. La commune, avec ses partenaires, va chercher à identifier le droit que ces personnes détiennent sur ce foncier-là de manière à les régulariser. Donc vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand je l'ai dit tout à l'heure, les personnes sont accompagnées par la CUF, c'est une procédure assez longue. Donc dans le protocole d'accord, on inclut que la commune s'engage à régulariser la situation de la personne une fois que la régularisation foncière avec la CUF aboutit. Donc vous voyez, dans l'immédiat, il ne peut pas y avoir d'échange tant que l'acquisition foncière n'est pas finalisée. Au même titre que pour le département aussi, quand il s'agit du foncier départemental, ben, soit la personne a déjà engagé une démarche de régularisation avec le département, soit la personne ne l'a pas faite et qu'au préalable, il va falloir qu'elle le fasse pour pouvoir faire valoir ses droits. Donc vous voyez, dans le protocole, on s'engage à régulariser les situations dans ce sens, mais tant que cette démarche-là n'a pas abouti, il est compliqué pour la commune de s'engager directement dans un protocole d'échange le lendemain, sachant que le droit n'est pas encore acquis. Et la difficulté, c'est l'attente de l'acquisition de ce droit dans cette démarche pour pouvoir effectivement rassurer cette personne-là, pour lui dire, ben, effectivement, on n'a pas récupéré le foncier pour rien, mais il a été entre autres indemnisé ou échangé avec notre foncier ailleurs, de manière à ce qu'on puisse mener à bien les travaux nécessaires pour la viabilisation de tout le quartier et de toute la population, puisqu'il s'agit des opérations dans la commune de Chiconi, au sein de la commune, et non des opérations en particulier, spécifiquement pour le quartier, puisque tout le monde en bénéficiera. Alors, en moyenne, combien de personnes concernées par ce projet, enfin par ces actions entre guillemets, de recalibrage, pour ne pas employer le terme démolition? Ben, tout à l'heure, je l'ai dit, une soixantaine. Normalement, il y a une soixantaine de démolitions à prévoir. Là, pour cette première phase, il n'y en a que 7. Déjà, les habitations ont été démolies et que les indemnisations ont été faites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la procédure est en cours pour pouvoir régulariser en ce qui concerne leurs droits sur le foncier. Maintenant, l'étendue de l'opération, pour vous donner une ordre d'idée, on part du secteur vers le sénateur, l'ancien sénateur Soavadine Ibrahim, de Coconi, et sur toute l'étendue du trajet qui remonte vers le cimetière. Donc tout ce côté versant là, le bas, est concerné par cette opération-là. Donc, vous voyez, c'est un quartier très vaste pour lequel, je dirais, pratiquement tous les riverains sont impactés, directement ou indirectement. Directement quand il s'agit d'une démolition d'une habitation ou d'un ouvrage, d'un escalier ou d'un bout de clôture. Indirectement, quand les travaux sont dans leur quartier, naturellement, il y a des désagréments liés à la circulation. Et donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il faudrait qu'on soit compréhensible dans ce sens-là et que si jamais il y a des difficultés liées dans ces ordres-là, la commune a des représentants, les chargés d'opération qui sont sur le terrain, et puis naturellement on se rapproche du service technique à la mairie pour pouvoir récupérer les informations essentielles permettant à tout et chacun de comprendre la nature des désagréments et s'il y a lieu de régler le désagrément lié à cette situation-là, puisqu'on n'est pas là pour embêter les gens, mais pour plus les amener dans une démarche de confort. Les deux côtés de la tronçon est concernée par non, juste le côté, la partie basse, la partie basse, parce que, comme je l'ai dit, les opérations de RHI, ils se font par secteur. Donc, comme on ne peut pas faire tout Chiconi et tout Sowa, on commence par quartier, par secteur. Donc, pour rappel, le Ambani a été fait, le quartier Ambani, une partie de Antapanga, et là, c'est la suite de RHI Antapanga, sachant que sur
ce secteur-là, il y a déjà une partie qui avait été faite pour la précédente opération. Donc vous voyez, il s'agit d'une continuité, en fait, zone par zone, quartier par quartier, de manière à ce que progressivement, sur, je dirais, sur des décennies, parce que là, cette opération-là, en particulier RHI tranche 2, on est sur un coût global de 4 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. 4 millions d'euros sur ce secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse imaginer 4 millions d'euros multiplié par le nombre de quartiers à faire dans notre commune, aussi bien à Sowa qu'à Chikoni. On est sur des opérations de plusieurs dizaines de millions d'euros étalées sur plusieurs années. Donc, vous voyez que ce n'est pas une opération ou des opérations qui commencent aujourd'hui et qui se terminent la veille. Je veux dire, il va falloir être patient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le désagrément, ça sera le confort. Je ne dirais pas le confort absolu, mais c'est le confort quand même. Parce que ne serait-ce que sur le côté visible de la départementale, on va pouvoir circuler tranquillement à pied, en voiture et pouvoir se garer, entre autres. Alors, on parle ici de la circulation, mais également des stationnements. Est-ce que dans cette zone, vous avez prévu également de faire passer la partie sanitaire oui. Pour faire profiter aussi la population? Oui, naturellement, cette opération, je dirais, c'est une opération globale, une opération de RHI, parce que inclut le réseau sec, électricité, télécommunications, eau potable, les eaux usées, l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement. Donc vous voyez, c'est pas juste venir installer un parking ou un trottoir, mais c'est amener le confort nécessaire à la vie, à la survie d'une personne dans un quartier compte tenu de la situation de notre territoire en 2023. Donc vous voyez, c'est pratiquement tout ce qui est nécessaire à la vie d'un citoyen en 2023 dans le quartier lui permettant de vivre décemment. Donc, alors voyez, une cellule peut-être spécifique, vous l'avez évoqué ici tout à l'heure, passant par le service technique, peut accueillir cette population qui est en demande. Oui, il y a deux choses. La première chose, c'est que les personnes directement concernées, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils le savent déjà. Il y a déjà un travail de concertation au quotidien avec eux. Ceux qui sont concernés par la démolition des ouvrages, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maison, une clôture, un escalier. Il y a déjà un contact direct avec les services, les chargés d'opération permettant de traiter leurs questions à ce niveau-là. D'ailleurs, des protocoles d'accord ont déjà été signés pour indemniser ou régler le problème de ces personnes-là, comme par exemple le remplacement de la clôture qui est cassée. Donc, ceux-là, avec ces personnes-là, directement, il n'y a pas de problème puisqu'il y a un échange au quotidien. Le problème, c'est avec ceux qui posent problème, ce sont ceux qui sont impactés alors que ce n'était pas prévu dans le programme. Parce que, je prends un exemple simple. Une explication. Parce que je prends un exemple simple. Les travaux passent dans le quartier, il n'y a pas eu de concertation avec toi puisque ta clôture n'était pas censée être touchée, mais il s'est avéré que le jour des travaux, la clôture est impactée parce que compte tenu de terrassement qui a été fait, elle tombe ou elle est abîmée. Naturellement, vous êtes impacté indirectement puisqu'il n'était pas prévu. À ce moment-là, naturellement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir se rapprocher des représentants de la commune sur le terrain, mais aussi à la mairie de manière à ce qu'on puisse trouver un terrain d'entente sur cette situation qui n'était pas prévue, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faisant partie des désagréments liés aux travaux en cours. Donc on va pas, je l'espère en tout cas, on ne va pas se faire ramasser par les gens parce qu'on fait. Nous, on attendrait plutôt à ce qu'on soit encouragé par la population de manière à ce que les choses aillent dans ce sens, qu'on soit encouragé de manière à ce que ça aille plus vite, parce que plus ça prend du temps, plus
les autres quartiers attendent, alors que quand les choses vont vite, ça veut dire qu'une fois l'opération terminée, on peut passer à la phase suivante. D'ailleurs, je ne l'ai pas annoncé encore. La phase suivante, c'est l'opération Erachi-Rassi. Donc, vous voyez, c'est dans notre secteur, puisque je peux dire que c'est dans notre secteur. Donc, et cette opération-là inclura, pareil, le même volet qu'on a vu tout à l'heure, à savoir user eau potable, assainissement, télécommunications, voies d'accès, stationnement, voies piétonnes. Donc c'est tout un package comment dire, d'aménagement prévu de manière à ce qu'on puisse apporter du confort à notre population. Alors, pour lancer ce genre d'engagement, ce genre de manifestation d'intérêt à but de faire évoluer nos quartiers, est-ce qu'au préalable, vous vous concertez, certes, oui, avec la population, mais vous menez aussi un débat public avec la population pour peut-être dénouer tout de suite les phases cachées de... Exactement. Il y a les enquêtes sociales. Enfin, il y a, je ne vais pas vous l'expliquer, il y a tout un processus avant le début des opérations. Et comme je l'ai dit, les premières étapes, elles n'étaient pas engagées à cette mandature, puisque comme je l'ai dit, la mandature qui vient de commencer, là, celle de 2020, il y a pas mal d'étapes concernant ces opérations qui ont été engagées, amorcées précédemment. J'ai parlé de 2004 tout à l'heure, donc vous voyez, les différentes études, les différents échanges menés depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on aboutit à ces opérations-là. Donc vous voyez, remonter dans le temps pour que les personnes se rappellent qu'effectivement il y a eu des échanges avec eux dans le quartier, des enquêtes sociales, etc. etc. C'est complexe, des fois les gens oublient parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Maintenant, on est sur l'opérationnalité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'expliquer à la population qu'on est sur l'opérationnalité, le début de travaux. Parce que on a l'habitude de parler des projets, des projections, mais là on n'est pas dans la projection. Les projections étaient faites en 2004. Là on est dans les réalisations. Donc bien sûr, si par le passé il y a des choses qui ont été mal faites, on le reconnaît. Aujourd'hui on est dans l'opérationnalité. Il va falloir qu'on se mette d'accord pour que les choses aillent vite. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, justement, entre autres, pour communiquer en ce sens sur les opérations en cours, de manière à ce que régulièrement les gens comprennent qu'il se passe telle chose actuellement, parce que c'est là la phase la plus complexe, puisque entre le moment où vous blablatez, vous dites que vous allez faire, et que le moment où ça commence, c'est le plus important finalement. Et là, on se rend compte que les personnes qui n'y croyaient pas avant, lorsqu'on parlait de ces projets-là, en 2020 quand on s'était engagé dans le sens là, et depuis 2017 que je suis maire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas, parce que par le passé c'était compliqué, puisqu'on n'attendait que des paroles, on ne voyait pas de réalisation. Donc aujourd'hui, moi je demande à ce que les gens soient compréhensifs et qu'ils voient qu'effectivement les travaux ont débuté et qu'il ne s'agit plus de jouer mais d'être dans le sérieux. Et donc je les incite à se rapprocher donc des élus, des services de la commune, de manière à ce qu'ils puissent récupérer les éléments de langage, les éléments d'information leur permettant de mieux appréhender les choses. Et naturellement, nous, on va poursuivre cette opération de communication en faisant par exemple des tours de quartier, de manière à ce qu'on puisse expliquer en priorité dans les quartiers où on va passer et on est déjà passé, pour que les choses soit fluide dans les échanges. Merci. La fluidité des actions et aussi des travaux se mettent en œuvre dans notre municipalité. D'ailleurs, on constate également, après peut-être que vous pourrez rebondir, les travaux sont lancés à Chiconi, et en particulier autour de la mairie. Peut-être des travaux d'agrandissement qui sont autour aussi. Oui, avant de passer sur cette étape-là, je voulais revenir sur cette opération-là, disant que effectivement, on est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la phase 1, mais la phase 2 de cette opération-là inclura des constructions de logements. D'ailleurs, c'est même la philosophie des RHI à venir, les opérations de PCLHI, qui incluent
la construction de logements dans ces quartiers-là. Donc vous voyez, au-delà de ce que j'avais dit tout à l'heure, à savoir les réseaux secs, télécommunications, eau usée, eau potable, se rajoutera dessus les opérations de construction de logements, de manière à ce qu'on puisse, dans ces quartiers-là, donner la possibilité aux familles de se loger décemment. Et pareil, dans la lignée de cette opération, il y a des logements qui sont prévus pour en construction, justement destinés à loger les personnes qui seraient éventuellement délogées dans l'opération vers l'hôpital de Gokoni, l'ancien dispensaire. Oui, l'ancien dispensaire sur le foncier qui est en bas là. Il y a des logements qui sont prévus à cet endroit-là. Et puis au-delà de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, pareil, dans le quartier Erachi en Tapanga, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement il y a les travaux des rénovations de l'ancien magasin Vanille, bon, qui n'est pas tout à fait la même opération, mais qui est en même temps en cours actuellement. Donc voilà, donc pour revenir sur votre question tout à l'heure, on se rend compte, vous vous rendez compte que les choses avancent dans notre territoire et qu'il est nécessaire de faire avancer des grands projets. Les grands projets, c'est du personnel, c'est des cadres, c'est des personnels qualifiés et c'est aussi des locaux et des bureaux. Et on est actuellement à l'étroit dans notre mairie. C'est pour ça qu'au-delà de ça, vous voyez en ce moment en cours des travaux d'extension de la mairie, de manière à ce qu'on puisse avoir des locaux permettant d'abriter un nombre de cadres assez conséquent, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je rappelle qu'il y a 5-6 ans, on était à peine 3 ou 4 cadres dans la commune. Aujourd'hui, on est une dizaine, on aspire à monter en puissance à ce niveau-là. Et bien sûr, ces personnes-là, aussi bien les cadres que les autres d'ailleurs, aspirent à être accueillis dans des bureaux décents, assez conséquents pour qu'ils puissent travailler. Donc d'où l'objet de l'extension que vous voyez actuellement, et que tout le monde puisse trouver son compte, puisqu'on a aussi des élus qui ont besoin aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir la population pour lui expliquer un certain nombre de choses. Donc vous voyez, on fonctionne un peu à l'étroit en ce moment, mais on aspire à ce que rapidement ces travaux soient bouclés pour qu'on puisse avoir à disposition ces locaux permettant d'impulser le développement de nos communes. Voilà. Alors, pour terminer et étoffer cette partie RHI, l'étape suivante serait RACI. Oui. Après RACI, ça serait PMI. L'étape suivante, c'est RACI, et après, c'est PMI, le secteur là où on est ici. Et bien sûr, on se rend compte qu'on avance vers SOA, puisqu'on n'est pas loin. Pour nos amis qui sont de SOA, d'ailleurs, que je fais un coucou à eux, et que, bien sûr, au-delà de RACI, après PMI, il reste encore des quartiers dans notre commune. Malgré que notre commune soit une petite commune, il y a quand même beaucoup de quartiers à passer en revue. Il en restera beaucoup. Ça ne sera pas sur 5-6 ans, mais sur plusieurs années. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, des opérations d'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros étalées sur plusieurs années, une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, on se projette sur l'avenir. Ce n'est pas sur 5 ans qu'on peut monter des grands projets structurants. Là, je n'ai pas listé la totalité des projets, mais ne serait-ce que pour cette opération-là, vous voyez que c'est indispensable, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, inclura pour les autres le volet habitat. Donc ça sera aussi une bonne chose, puisque au-delà de démolition de ces habitations, ce sera des démolitions et reconstructions sur site. Ce sera tout pour la revue de cette semaine, et on vous dit à bientôt sur votre chaîne Chikouni FM.